Pouvez-vous nous décrire les différences entre le droit anglo-saxon et le droit romano-germanique et les possibles effets de ces différences sur le fonctionnement des organisations internationales juridiques? Alors, d'une manière très simplifiée, le système romano-germanique, qu'on appelle aussi droit continental ou droit civiliste, c'est un système complet de règles qui sont habituellement codifiées et finalement interprétées et appliquées par un ou une juge. Alors, ça se rattache originellement au droit romain antique, même si l'évolution du droit romano-germanique l'en éloigne considérablement. Mais ça reste quand même à l'origine un amalgame de solutions romaines et germaniques. On y divise le droit privé et le droit public. Par exemple, le droit public est entendu comme droit constitutionnel, droit commercial, le droit criminel, par exemple. Et dans ce système de droit, alors ce sont ce qu'on appelle des systèmes de droit écrit, donc les pays qui ont emprunté ces systèmes de droit, ce sont des pays de droit écrit, et la loi devient la source immédiate du droit. Mais il faut noter que de plus en plus, la jurisprudence, donc les décisions des juges, et la doctrine s'imposent dans ce système romano-germanique. Alors vous allez me voir, et c'est là où les comparatistes commencent à rêver de systèmes plus harmonisés ou plus unifiés avec la common law. La common law, elle, c'est un droit casuistique qui découle des décisions rendues par les juges. Le rôle du juge est prééminent. Alors, né en Angleterre grâce à l'action des cours royales de justice, où est-ce que des praticiens ont formé le droit à l'occasion des cas qui leur étaient soumis, puis ensuite ça a transité. C'est allé en Irlande, c'est allé aux États-Unis évidemment, qui est devenu le pays central, et puis les pays du Commonwealth, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors la common law est complétée par l'equity, qui est un système de règles qui ont été dégagées par la juridiction du chancelier. Alors, et ça c'était pour pallier aux lacunes du common law. Alors, un système qui, je dirais, donne à la loi toute sa prééminence, le système romano-germanique, et la common law, qui est un système qui donne une importance déterminante aux jugements qui deviennent des précédents. Mais, dans les pays de common law, il y a de plus en plus de codification et de lois écrites. Alors, vous voyez, et maintenant, dans les pays romano-germaniques, il y a également de plus en plus l'influence du précédent et l'influence de la doctrine. Alors, on est en train de voir une forme ou une certaine harmonisation. Et si on s'amène au niveau international, vous avez maintenant les Nations Unies qui, avec UNCITRAL ou UNCITRAL, ou la manière dont on le prononce, ont codifié ou uniformisé les règles relatives à l'arbitrage international pour qu'on ait les mêmes règles. Et il y a aussi, par exemple, au niveau européen, au niveau des systèmes européens, puisque tous les pays qui composent l'Union européenne arrivaient avec des systèmes de droit différents, ou enfin des règles codifiées différentes, sont en train de tenter, au moins pour les règles communes, une harmonisation. Alors on voit qu'au fil des années, au fil des décennies, nous tendons à non pas une unification, on n'est pas encore rendu là, mais on est en train drôlement de s'approcher, de s'harmoniser et de s'approcher sur un tronc commun au niveau des systèmes de droit, et c'est ça qui est fascinant. Donc, si on arrive avec nos tribunaux administratifs internationaux, ben ça aussi c'est très intéressant, parce que les juges qui sont nommés au sein des tribunaux administratifs internationaux, ce sont des juges qui arrivent de cultures juridiques différentes. Par exemple, prenez-moi, j'appartiens au bijuridisme. Nous participons au Québec des deux systèmes. Notre droit civil d'inspiration napoléonienne, qui qui a été revisé, qui est devenu maintenant un code civil, mais quand même d'inspiration civiliste française, qui est toujours un droit écrit, et notre droit public est entièrement une émanation de la common law. Alors, c'est le bijuridisme ici. Quand je siège, par exemple, au tribunal administratif de l'OIF, eh bien, je siège avec un juge qui est de formation, qui vient du Liban, hein? Et je siège avec une juge qui vient du Mali. Alors, des systèmes d'inspiration française, mais qui ont aussi beaucoup modifié, qui se sont beaucoup modifiés. Et il faut composer ensemble, parce qu'il faut finalement ensemble créer le droit, et c'est très intéressant, mettre à profit les diverses traditions juridiques dont on provient, et c'est fascinant.
Partie, je dirais, un avantage certain. Venir du Québec davantage parce que, comme je le disais précédemment, on a le bijuridisme, c'est-à-dire que venir du Québec, donc canadien du Québec, vous fait participer aux deux régimes, aux deux systèmes de droit, et en plus, le bilinguisme, donc les deux langues, le français et l'anglais, vous permettent d'accéder évidemment à d'autres cultures. Et oui, c'est extrêmement important. Je dirais l'étonnement que j'ai eu quand je suis arrivée à l'ONU, où j'ai passé plusieurs mois pour la réforme du système de justice administrative de l'ONU, ça a été la diversité des langages qu'il y a à l'ONU. D'abord, tous les documents officiels sont traduits en 5 langues. Hein. À l'ONU, nous avons français, anglais d'abord, nous avons espagnol, arabe et chinois. Alors, les 5 langues, dès qu'on écrit un document, ou par exemple les résolutions de l'ONU, ou les rapports que nous remettons, qui sont des rapports qui doivent être déposés devant l'Assemblée générale, vont passer le test des 5 traductions. C'est fascinant en soi. Et ensuite, lorsqu'on fait on est autour d'une table ronde, ben, il y a des gens qui viennent des milieux hispanophones, qui maîtrisent moins l'anglais, qui vont s'exprimer parfois à demi-espagnol, à demi-français avec un peu d'anglais. Et les gens qui proviennent de l'Inde sont parfaitement bilingues, mais avec un accent très fort, avec cet accent qu'ils portent. Alors, on voit l'expression d'à peu près toutes les langues autour d'une table. Je dirais que l'endroit où on est le moins timide de parler un anglais parfait ou non parfait, c'est à l'ONU, parce que tout le monde, finalement, il vient avec l'accent et la manière dont il a appris cette langue-là. Mais le français, à New York, au siège social, est parlé assez, je dirais, j'ai eu la surprise de voir qu'il était quand même passablement bien parlé. À Genève, à l'autre centre administratif de l'ONU, ben, c'est la langue française qui est la langue généralement parlée. Et je trouve que cette mixité, c'est énormément de richesse. Et c'est ce que j'ai trouvé. Si j'avais à vous le dire, je vous dirais que chaque langue porte sa manière de penser. J'en suis certaine. Chaque langue a ses vecteurs de pensée, porte l'identité de la personne, porte les vecteurs culturels. De chaque langue, c'est vraiment ce qu'elle amène avec elle dans tout le vécu de la personne, dans le patrimoine culturel de la personne. Alors, d'être au niveau des tribunaux internationaux et d'échanger à travers toutes ces cultures, c'est véritablement fabuleux. Et ça doit demeurer. Évidemment, je souhaite que cette diversité linguistique demeure et qu'on ne l'amenuise pas au profit d'une seule langue qui serait une grande perte. Parce qu'avec toutes les langues que nous apportons en même temps, toutes ces manières de penser, toute cette diversité et toute cette réflexion philosophique viennent avec et sont indispensables pour le bien-être de l'humanité. Oui, mais par exemple, quand on nous parle de rationalisation budgétaire et d'efficacité, une langue est quand même le meilleur moyen de faire des économies. Ah, c'est sûr. Quand je regardais les traductions de chaque document officiel, chaque résolution déposée devant l'Assemblée générale en 5 langues, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est un prix que nous ne sommes pas tous prêts? Je crois que tous collectivement sommes prêts à payer ce prix-là pour garder le bénéfice de la richesse, de la diversité linguistique. J'ai l'impression que nous sommes prêts à le payer.